Et bonsoir, ça y est, c'est l'heure, c'est 18h, c'est l'heure du nouveau numéro d'apéro, pistache et littérature. Et cette fois, je suis content parce que on reçoit Marion Messina. Bonsoir Marion. Bonsoir. Comment allez-vous? Déjà parce que là, on est le 23 avril à l'heure où on se parle, c'est toujours la merde. Comment ça se passe? J'évite de trop sortir. Non pas parce que j'ai peur des contrôles policiers, je suis capable de signer moi-même mon petit mot d'excuse pour aller acheter des chips de première nécessité. Mais c'est là un peu la tête de mes contemporains qui me fatigue. Les masques en tissu à coccinelle et les masques en mouchoir en papier plein de crasse, ça me déprime en fait. Donc je reste à la maison. J'ai plein de choses à lire, je reste à la maison. Bon, c'est un bon choix, mais ça nous met un peu de paillettes dans les yeux. Je veux dire, quand il reste plus que ça, faut s'accrocher à ça. Je crois que Exactement, mais j'ai encore de la marge avant de me mettre à lire de très mauvais livres. Je peux rester encore confinée à peu près 5-6 mois, quoi. La question doit être moins drôle pour les gens qui ont des bars ou des restos. Voilà. effectivement, ouais, effectivement, on espère arriver au bout, même si on n'est pas à l'abri d'une deuxième vague. Je crois que c'est une surprise tous les jours. Je crois qu'on n'est pas aux abris, on n'est pas à l'abri de n'importe quoi. Donc, on va forcément reparler de cette actualité, reparler de tout ça, mais ce qui va nous occuper, c'est le premier roman de Marion Messina, Faux départ. Si vous suivez la tribu, vous le savez, un coup de cœur. On en a parlé, on a fait des vidéos, on a tout fait. On a vraiment tout fait sur Copains d'avant, sur tous les réseaux sociaux. On s'est régalé et on va essayer de creuser, de savoir ce qui se cache derrière ce roman avec vous, Marion Messina. Donc, d'abord, pour rebondir un petit peu toujours sur cette actualité, est-ce que cette période particulière qui traverse la France qui est au cœur de votre roman, on va y revenir. Je fais du teasing à la Michel Drucker. Est-ce que la situation qu'on vit actuellement, qu'on embrasse, qui nous regarde peut-être d'ailleurs, est-ce que la situation que nous vivons actuellement vous inspire pour écrire, ou est-ce que vous êtes resté un petit peu détaché de ça dans l'écriture? Non, ça m'inspire, mais je pense que ça m'inspire des réflexions que j'utiliserai plus tard. Je n'ai pas du tout envie d'écrire un journal de confinement. La période qu'on est en train de vivre, je pense qu'elle sera intéressante quand la science nous aura donné des pistes dans quelques années. Pour que cette période soit vraiment très intéressante au niveau littéraire, il faut que la science nous dise une bonne fois pour toutes, si c'est possible, parce que la science évolue d'année en année, voire de siècle en siècle. Il faut vraiment attendre que la science nous dise soit c'était assez bénin, finalement, ça n'a pas impacté la mortalité générale, et finalement, il y aura des tonnes de bouquins à écrire sur l'emballement, le conformisme, parce que je pense que de demander à la moitié de l'humanité de se confiner, c'est quand même c'est quand même quelque chose d'assez conformiste, de demander à des Indiens qui vivent dans des bidonvilles de se confiner, et puis même en France de demander à des gens au Lozère d'être confinés de la même manière que des gens en Seine-Saint-Denis. Enfin, il y a une espèce de délire très conformiste du celui qui va être le plus sécuritaire et le plus précautionneux que son voisin. Donc soit en fait la science dans quelques années nous dit que c'était un vaste délire collectif et il y aura beaucoup de livres à écrire sur la psychologie, si c'est possible, si c'est pas trop ennuyeux à faire, soit la science nous dit que c'était beaucoup plus dangereux que ce qu'on avait dit et auquel cas nos mots d'excuse nous feront rire bien jaune. Écrire pour l'instant sur ce qui se passe, ça m'intéresse pas trop, je prends des notes, comme je vous le disais tout à l'heure, j'arrive à déceler des profils psychologiques dans la rue. Quand on voit vraiment les gens qui mettent des serviettes en papier avec des agrafes et des élastiques à cheveux pour fabriquer leur propre masque, ou des gens qui sortent avec des trucs en tissu mais noirs de crasse alors qu'on sait que normalement le masque il faut le changer toutes les 4 heures, on se rend compte qu'il y a quand même un délire qui est en train de se passer sous nos yeux. Donc je dis pas qu'il se passe rien, qu'il n'y a pas de mort, qu'il faut prendre ça à la légère, mais je suis quand même assez atterrée face à ce qui se passe. J'ai aussi l'impression qu'il y a un côté un peu OSS 117 ou au service de la France pour ceux qui ont vu la série. J'ai l'impression qu'on est le seul pays qui dit alors on vous confine, mais vous pouvez sortir avec votre papier. On dirait que même dans la mondialisation, il reste ce délire franco-français du papier. Et je me dis, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que c'est comme les fiches de paye après, où on va faire un dossier ou un classeur, attestation de sortie dérogatoire, on va archiver ça, on montrera aux petits-enfants, alors tu vois, mamie, le 23 avril, elle est sortie au Coxy Market de Bagnolet à 10h42, enfin je me pose des questions, je prends des notes.
évidemment que tout ce qui se passe est très intéressant. Et puis, si on met en parallèle ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes et ce qui se passe maintenant, on est en train de s'asseoir sur une poudrière phénoménale, parce que au cœur des Gilets jaunes, il y avait aussi pas mal de petits boulots qui, là, sont en train, concrètement, sans idéologie prolétarienne ou quoi, de faire tenir le pays debout. Et on a plein de petits commerçants, plein de gens qui se retrouvent en grand danger face à la récession aujourd'hui. Et finalement, c'est un peu les gilets jaunes avec la massue bactériologique dans la gueule en plus. Et voilà, il va se passer des choses. En attendant, il se passe pas grand-chose, et je m'attendais à vivre beaucoup de scénarios dystopiques dans ma vie, mais alors celui-là, pas du tout. En fait, la dystopie, c'est chiant. Je m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas à un ennui pareil quand même. Moi, dans aucune dystopie, j'aurais pensé que les gens iraient mettre la couche de leur gamin ou des, je sais pas, des serviettes périodiques nana sur la gueule par peur d'un virus. Je pensais pas voir ça. C'est un mélange de d'Eric et de Monty Python. Voilà, c'est atroce. C'est vraiment ennuyeux quand même. Non, mais en tout cas, je crois qu'on n'aura jamais. Ça m'inspire, quoi. Ah oui, non, mais on n'aura jamais autant dépeint la situation de façon aussi drôle, parce qu'effectivement, je crois que c'est assez terrible d'avoir ce constat-là qui est lucide, mais désopilant, hein, effectivement. Non, mais c'est vraiment terrible, parce que moi, je me souviens que qu'il y a encore un mois et demi de ça, on rigolait de tout ça, on comprenait pas trop ce qui se passait, et puis on pouvait limite prévoir quel type de vacances on allait passer ou quel job d'été on allait chercher. Et puis en quelques minutes d'allocution présidentielle le 12 mars, il y a eu tout d'un coup une France séparée en deux, entre ceux qui disaient qu'il se passait rien et ceux qui se disaient non, mais là on nous parle de crise sanitaire, donc il doit se passer quelque chose de grave. Et c'est marrant parce que le 13 mars, moi j'habite en banlieue parisienne, je suis allée faire mes courses comme tous les vendredis et j'ai vu des scènes vraiment de fin du monde, de rayons vides, de gens vraiment angoissés qui se disaient on nous parle de crise sanitaire, donc il faut faire des stocks. Et dans le même temps, les amis que j'avais à Paris me disaient bah nous on est en terrasse, tout va bien. Et on sent qu'il y a quand même quelque chose de l'archipélisation de notre pays. Personne ne réagit pareil, il y a jamais aucune cohérence. Là, apparemment, il y a des recrudescences de délation, de gens qui ne respecteraient pas le confinement. Enfin, c'est très étrange, en fait, ce à quoi nous assistons. Et le coronavirus rajoute encore à la fois du ridicule et du tragique dans tout ça. Et encore une fois, les réponses apportées ne sont pas les bonnes. Parce qu'il se passe quelque chose, des gens meurent. Est-ce que vraiment demander aux gens de se laisser pucer ou de sortir avec un mot d'excuse va arranger des choses? Est-ce que les masques qu'on nous promet et qui n'arriveront que dans un an ou deux vont servir à quelque chose? Est-ce que le guide des parents confinés de Marlène Schiappa qui dit débarrassez-vous de vos mômes, faites du yoga avec eux et balancez-les devant Hanouna, donc un truc quand même assez contradictoire, hein. Détendez-les et rendez-les cons. Bon, on peut être très détendu et très con, hein, ça coexiste souvent très bien d'ailleurs. Mais non, c'est très curieux, c'est très curieux. J'essaye d'observer tout ça sans me départir de mon flegme, mais en étant à moitié slave et à moitié méditerranéenne, je n'ai aucune goutte de flegme britannique dans mon ADN, donc je tente de survivre comme je peux. Et puis le match retour va être terrible parce qu'à partir du 11 mai, on va avoir droit au déconfinement et vont se bagarrer à nouveau ceux qui disaient non mais c'était rien, ça valait pas le coup, et ceux qui diront bah non, vous voyez, il y a une nouvelle vague, il y a encore plus de morts et tout ça. Donc il y a un aspect aléatoire là-dessus qui va être le match retour, et effectivement, si on se rend compte que statistiquement, il n'y a pas une recrudescence et qu'on peut déconfiner beaucoup plus rapidement, oui, bien sûr. On va se retourner derrière et dire mais attendez, vous nous avez pris pour des jambons de Bayonne ou c'est quoi cette affaire? Non, mais bien sûr. Enfin, les gens qui ont lancé leur boîte il y a moins d'un an, qui n'ont pas de fonds de roulement, qui n'ont pas de trésorerie et qui se sont bouffés presque 2 mois de confinement, voire plus, parce que pour l'instant on nous dit qu'on va nous déconfiner, mais les bars et les restos vont rester fermés. Donc j'imagine que les vendeurs de vêtements peut-être aussi, les vendeurs d'articles de décoration, enfin, on peut imaginer tous les commerces possibles, eux, ils vont peut-être se bouffer 3 ou 4 mois de confinement en n'ayant pas de fonds de roulement. Je sais pas concrètement comment ça va se passer pour eux.
Et quand on va finir par leur dire non, mais en fait, c'était tellement pas grave au point où on remet des gamins dans des classes avec des parents qui s'attroupent devant une toute petite sortie d'établissement scolaire et qui vont tous se cracher dessus. Enfin, soit en fait c'est hyper grave et le déconfinement est absurde, soit en fait on déconfine au 11 mai et on dit à des gens qu'on leur a fait perdre leur activité sur une sorte un petit peu d'hystérie collective, même si je sais que c'est très mal perçu de l'entendre aujourd'hui. Si on regarde froidement les chiffres, il n'y a pas d'impact sur la mortalité pour l'instant. Alors c'est une épidémie qui a que 6 mois, donc peut-être que ça va être super grave dans plus tard. Vraiment, je sais pas, mais en tout cas, on va créer une récession terrible pour finalement un truc qu'on déclare pas être si important que ça. Il y a des études qui sortent qui disent que finalement les enfants ne l'attrapent même pas ou sont porteurs tellement inoffensifs. Enfin, je sais pas, c'est le bordel. D'ailleurs, on nous dit on va être déconfiné le 11 mai, mais on pourra pas aller partout. Donc, qu'on m'explique comment quelqu'un qui vit en Isère ou en Savoie au pied d'une montagne peut encore potentiellement avoir une prune parce qu'il se balade tout seul. Et est-ce qu'on respecte la biodiversité à ce point et on a peur qu'on refile le Covid aux marmottes? Enfin, non, vraiment, je sais pas. Ça ressemble en tout cas à un grand numéro de n'importe quoi et c'est pour ça que je vous dis, il y a un petit peu de dystopie quand même avec les drones par-dessus les plages et ces histoires de traçage de téléphone et en même temps, il y a un ennui terrible. Donc, effectivement, ce coronavirus, on pourrait en parler pendant des heures et de toute façon, c'est pas fini. C'est un peu comme Camping Paradis, on attend la saison prochaine. Donc, on va tourner la page coronavirus pour s'aérer un petit peu l'esprit et on va parler de vous. Voilà, là c'est Marc-Olivier Fogiel, là c'est le divan, là on y est. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours d'auteur qui vous a mené à Faux Départ et votre parcours personnel? On veut tous savoir. Attention. J'ai eu une enfance à lire. Ça, c'est le seul souvenir que j'ai vraiment de mon enfance, c'est moi qui lis. Donc, pas de nageurs, vraiment l'île au trésor, les Sœurs Parker, le Club des 5, Jules Verne, tout ce qui était possible à lire. Et j'ai su quand même tout de suite que j'écrirais un je savais pas si ça allait être du roman de pirate, du roman de science-fiction, mais en tout cas, je n'ai fait que lire dans mon enfance et il m'a semblé évident que je ne pourrais lire. Malheureusement, à un moment, il a fallu grandir et après le bac, s'est posé la question de quoi faire entre deux livres ou plutôt quoi faire pour tenter de payer un toit au-dessus de sa tête qui ne trahisse pas trop ce que j'aime. Et donc, après le bac, en fait, j'étais allée jusqu'au bac en m'imaginant infirmière. Autant vous dire qu'aujourd'hui, je suis très contente de n'être pas allée pendant l'adolescence, je pensais à infirmière parce que je me connaissais pas trop et que ma mère me disait ne sois surtout pas au chômage, ma fille. Et en ayant échoué au concours d'entrée de l'école d'infirmière à 17 ans, je suis allée à l'université et c'était pas une fac de droit, pas du tout. Je voulais faire des lettres. Ça inquiétait ma mère. Donc je l'ai un peu roulé dans la farine. Je suis allée en fac d'anglais, mais où en gros je lisais des bouquins en anglais. Voilà. Et ça m'a quand même très vite dépité parce que moi je m'attendais vraiment à lire Shakespeare dans le texte, puis je me suis rendu compte qu'après 15 ans d'éducation, si j'avais déjà fait une phrase présente perfecte, j'étais la majeure promo. Et surtout les cours n'avaient aucun sens, hein, donc je caricature pas, hein, mais les amis que j'ai connus à ce moment-là pourraient en témoigner. On avait un cours hyper perché de traduction où on avait un prof à lunettes rondes, un Harry Potter sans baguette magique, donc quelqu'un de très chiant, qui nous faisait traduire des textes en ancien français vers l'ancien anglais, alors que déjà on n'aurait pas été capable en débarquant à Londres de demander notre chemin. Et en même temps, on avait une prof qui nous sortait des vieilles cassettes avec un vieux lecteur de cassettes et qui nous faisait répéter les jours de la semaine avec des comptines comme ça. Ça n'avait vraiment aucun sens. Et en gros, c'était une filière porteuse d'emploi pour ceux qui se préparaient psychologiquement à devenir prof d'anglais. Donc moi, à 18 ans, j'étais pas trop pour ça. J'ai perdu beaucoup de temps. Et puis en fait, au bout d'un moment, je me suis dit, bon, je me barre. J'ai été vendeuse en fromagerie, potiche d'accueil au salon de l'auto à me prendre des mains au cul. Enfin, là aussi, je voyais que le féminisme s'effaçait très vite quand il était question de vendre des produits.
J'ai fait tellement de boulot de merde que je serais pas capable de tous les recenser. À un moment, j'ai voulu reprendre mes études. Et donc, au Québec, il a fallu nettoyer les toilettes au Starbucks, être standardiste pour le service des sports de l'Université de Montréal. À un moment donné, c'était grandiose. Mon boulot a été j'avais des vestiaires en travaux au service des sports de l'Université de Montréal. Et moi, j'étais assise pour porter le panneau qui est zone de travaux. Donc voilà, finalement, quand le moment est venu d'écrire mon livre, j'avais quand même pas mal vu l'absurdité de notre société pour me dire que ça méritait peut-être quelques chapitres. Il y avait du vécu, ouais. Non, mais voilà, en fait, on parle beaucoup de la pénibilité des boulots. Des boulots pénibles, j'en ai eu. Et ça peut paraître très intéressant. Mais je préfère vraiment un boulot éreintant avec une prise de poste à 4h20 ou servir de femme sandwich, sincèrement. Au moins, je voyais pas le temps passer. Par contre, j'ai vraiment eu un aperçu aussi cocasse que malsain de confronter ma génération en temps de crise économique. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, on vit dans une époque très dystopique. C'est vraiment, c'est 1984, mais sans les scènes de cul à la campagne et sans le talent de George Orwell. C'est affreux. C'est-à-dire qu'il manque pas mal de choses. Et ça mérite tellement de livres drôles à lire, ça mérite tellement de comiques. Enfin, je veux dire, l'époque crée aussi ses anticorps. Moi, quand je vois quelqu'un comme Blanche Gardin, je me régale et je me dis que finalement, elle sert à sublimer l'époque et c'est ce que j'ai modestement essayé de faire aussi et c'est ce que j'essaye de faire pour le deuxième. Donc, pour répondre à votre question, l'écriture, j'ai su très vite que ce serait toute ma vie, mais qu'il faudrait occuper le temps entre deux chèques. Et comme je n'avais pas envie de perdre ma jeunesse à la fac, et ben, je suis allée la perdre dans parce que ma CSP de départ me condamnait un petit peu à ça. Peut-être que si j'avais été une bourgeoise, j'aurais fait le tour du monde et j'aurais écrit depuis une plage au Maldives, c'est le cas. Et puis en fait, pour reprendre le fil, parce que mon parcours il m'a fait honte pendant longtemps, mais maintenant j'en suis assez fière. Hein. Donc, sur le plan humoristique, parcours normal jusqu'au bac. Parcours normal jusqu'au bac, de longues années d'ennui. Une démission, des boulots de merde, une tentative de reprise d'études au Québec, un retour en France. Et là, retour en France, qu'est-ce qu'on fait? Je ne sais pas. Oh tiens, une affiche posée par la Confédération paysanne sur un abribus à Grenoble avec un café, des biscuits bio gratuits. J'y vais et je me retrouve embarquée dans un BTS agricole 2 ans plus tard. J'ai tout le temps, hein. Au mois de mai, mes potes à Grenoble étaient tous en terrasse. Moi, j'étais la seule à avoir encore des bottes et un kawaii. Et donc, il a fallu tuer le temps. Donc, j'ai écrit un livre. Voilà. On a un beau parcours. On a une belle trajectoire, là, vraiment. On est bien. Et donc, on comprend les bases de ce roman. Alors, j'anticipe sur une question que j'allais vous poser. Déjà, peut-être pour les personnes qui ne l'auraient pas lu, parce qu'il paraît qu'il en reste. J'ai cru comprendre. Pas mal, ouais. C'est n'importe quoi. Le monde va à volo. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots, voilà, pour le présenter à ces gens-là, hein, qui n'auraient pas encore lu Faux Départ, qui est là, édition poche, qui est sortie chez Le Dilettante, hein, en 2017. Alors, Faux Départ, c'est l'histoire d'une jeune fille de la ville qui grandit normalement et ensuite qui fait la rencontre d'un jeune homme et elle comprend en réalité très vite que son avenir ne s'annonce pas et très mal, très vite et très fort. Et cette histoire d'amour la pousse à quitter Grenoble pour Paris où moi j'ai l'impression qu'en fait elle est à 2 doigts de rejoindre Fight Club si ça existait pour les femmes. Hein. Elle va de désillusion en désillusion, de galère matérielle en galère matérielle. Et puis surtout, en fait, elle découvre le monde qui l'attend. C'est un roman qu'on pourrait qualifier de sociétal ou de sociologique. Moi, je suis pas à l'aise avec ces étiquettes. Je laisse les autres les poser dessus. Mais j'avais vraiment, en fait, envie d'écrire un roman drôle. Après, l'humour varie d'une personne à une autre. Hein. J'ai essayé d'écrire un roman sur l'absurdie, sur l'amour, sur les échecs sentimentaux à l'époque de Tinder.
Et à un moment, en fait, je constatais que les bouquins qui se vendaient le mieux, ou en tout cas ceux dont on faisait le plus la promotion, ne parlaient jamais de ce que moi je voyais. Donc je me demandais si j'étais à la fin une espèce de folle qui se prenait toute seule pour la réincarnation de Napoléon dans un nazi, ou si en fait j'étais vraiment Napoléon et il y avait une vaste conspiration pour dire que je ne l'étais pas. J'ai fini par me demander si j'étais vraiment la seule à voir ce qui clochait, pourquoi les écrivains ne s'emparaient pas de certains sujets. J'ai ouvert mon PC, j'ai commencé à écrire, c'est sorti tout seul. J'en avais grand besoin et puis voilà, je regrette quand même que beaucoup de romans qui la promotion qu'ils devraient, quoi, que le marché soit autant pollué par les histoires de bourgeoises qui partent en dépression parce qu'elles perdent leur trousseau de clés, ça me gonfle, c'est vraiment pas ce qu'on a envie de lire et c'est pourtant ce qui se vend. C'est au moins ça. Mais non, puis je parle pas des romans d'histoires de famille dont on n'a rien à foutre sur Hubert est producteur de télé, il a 42 ans, son père qui vit à San Francisco vient de mourir, donc Hubert part sur un coup de tête à San Francisco, ce qui est déjà, quand on n'arrive pas à payer son loyer, est en soi de la science-fiction. Enfin voilà, ces histoires de famille, de machin qui ouvre une vieille malle et il découvre que sa grand-mère en 42 s'est fait soulever par un Allemand. Enfin, arrêtez vos livres de merde, on s'en fout, vraiment. Arrêtez, voilà. Voilà, on a le programme des librairies pour la fin de l'année 2020. Donc, merci. Ouais, c'est possible. Il y aura des journaux de confinement écrits dans le Luberon aussi, rassurez-vous. Hein. Ça va être bien aussi, ça. La difficulté d'avoir une maison de campagne, ça va être super. On va se régaler. Mais forcément, la question qu'on se pose par rapport à ce que vous venez de dire et la réponse d'avant, votre personnage principal, Aurélie, est-ce que c'est Marion Messina? Quelle part de Marion Messina il y a dans Aurélie? Où est la frontière? Parce que là, c'est la frontière, la question se pose de partout. Est-ce qu'il y a une frontière ou est-ce que finalement le personnage s'est créé indépendamment de vous, de votre expérience? Quel est le dosage? Alors, le dosage, c'est le terreau de départ, parce que j'avais vraiment envie, en fait, de parler de mon milieu. Les Gilets jaunes sont passés par là et ça fait un peu enfonçage de porte ouverte de dire je voulais parler des invisibles, je voulais parler des caissières. Là, dans quelques minutes, on va entendre des applaudissements pour les infirmières. Donc, il y a des choses qui se sont passées. En 2015, en tout cas, quand moi je commence à écrire Faux départ, j'ai vraiment la volonté de parler du milieu duquel je viens. Donc, j'avais envie de parler de la petite banlieue où on n'est pas vraiment les plus à plaindre, mais où clairement, on sent qu'il va falloir beaucoup ramer. J'avais vraiment envie, en fait, de partir de mon expérience personnelle pour parler de ces thèmes-là. Et ensuite, le personnage d'Aurélie est forcément inventé parce que déjà, quand on me demande si ça va, ça me fait limite chier de répondre parce que je trouve que c'est intrusif. M'a dit dans un bouquin, non, vraiment pas. Voilà. Et puis, je trouve que ce qui est intéressant quand on est écrivain, c'est d'inventer des personnages, c'est d'inventer, c'est d'imaginer un autre visage que le sien, c'est d'essayer de se projeter dans un corps qu'on n'a pas. Je me serais vraiment pas vue parler de moi. Mais en tout cas, parler de mon milieu, c'était une volonté. J'avais envie de parler des gosses d'ouvriers qui vont à l'école, qui valident des bacs+3, des bacs+5, qui ont envie de croire qu'autre chose est possible pour eux, puis finalement qui se disent bon, j'ai fait 3 ans d'études pour avoir même pas le boulot que mon père a à l'usine. Au final, si on regarde les boulots d'ouvriers qualifiés de quelqu'un né à la fin des années 50, bon, ça fait presque rêver aujourd'hui. Si on compare un ouvrier qualifié en CDI avec un 13e voire un 14e mois et quelqu'un qui fait le tour des quartiers pour récupérer les trottinettes à recharger chez lui. Pour livrer des pizzas, pour Uber Eats, des postes. Ouais, vraiment. Donc il y a un point de départ qui est commun avec le mien parce que de toute façon, quand je décris le sentiment un peu de ras-le-bol d'Aurélie face à Grenoble, je la connais vraiment comme ma poche et pour avoir été une adolescente fatiguée à Grenoble, je peux dire que oui, des fois on regarde les montagnes marron l'hiver et on se sent un peu prisonnière entre les 3 massifs. C'est une impression qu'on ressent dans une ville, c'est pas Marseille. Voilà, j'avais envie de parler de Grenoble, j'avais envie de parler de mon milieu et ensuite j'avais surtout pas envie de parler de moi. On est très nombreux à se sentir seuls, à se sentir désemparés et en même temps il y a une injonction au bonheur qui rend cet aveu très difficile. C'est très difficile de dire je vois pas le sens de ce que je fais parce que tout de suite il va y avoir des bonnes âmes pour vous dire faut pas déprimer, faut méditer.
c'est toi qui vas pas. Non, en réalité, je pense qu'il y a beaucoup de névrosés, de dépressifs dans notre génération qui, personnellement, n'ont rien à se reprocher. Ils font ce qu'il faut. Hein. Mais je comprends que, en fait, il y a un contexte social et économique qui favorise la dépression. Et j'avais vraiment, en fait, envie de créer un bouquin un peu pied de biche pour ouvrir le coffre à secret un petit peu. Voilà. Maintenant, j'ai 30 ans, donc je suis pas bien vieille, mais quand je vois ce que c'était qu'avoir 20 ans, je me dis, mais est-ce que c'est normal une époque où autant de gens de 20 ans sont dépressifs, restent chez eux des jours entiers en refusant de sortir? Est-ce que c'est normal d'avoir 20 ans dans ces conditions-là? J'avais dit oui, d'écrire un roman sur la jeunesse et pour dire autre chose que c'est cool, ils baisent, ils sont jeunes, ils ont pas besoin de botox, ou c'est cool, ils peuvent faire le tour du monde payé par papa. J'avais envie de parler de la jeunesse pas très glamour. Voilà, qui 10 ans après donne les darons chez les jaunes un petit peu. Voilà. Effectivement, on a donc la généalogie hein, là, de faux départ. On va désamorcer tout de suite hein, une question qu'on vous a, enfin une affirmation que beaucoup ont soulevé sur votre livre sur Faux départ, notamment Super. Benoît Dutertre, qui vous a comparé à Michel Houellebecq. Rien que ça, rien que ça. Alors, comment vous l'avez vécu, ce poids sur les épaules? Est-ce que vous avez été finalement assez éloigné de ça, ou est-ce que ça fait plaisir? Comment ça se passe? Non, ça fait plaisir. Il faut pas que ça fasse plaisir plus de 10 secondes. Donc, il faut vraiment que ce soit ah, c'est chouette, c'est rigolo, oh, tiens, il fait beau. Faut vraiment ne pas prendre ça trop à cœur parce que il est hors de question que par la suite je cherche à confirmer ou infirmer cette réputation. Je dois écrire en faisant complètement abstraction de ça et puis en fait la comparaison qui a été faite entre Faux départ et le Houellebecq, c'est la comparaison, on va dire, du Houellebecq des débuts. Parce qu'on peut faire une analogie entre Faux départ et extension du domaine de la lutte. Sur la jeunesse qui n'est pas glamour, sur les difficultés sexuelles, les difficultés sentimentales. Bien entendu, on aurait du mal à établir une liaison entre Faux départ et sérotonine. Donc c'est une comparaison qui me fait plaisir, pas plus de 10 secondes, et je ne m'embarrasse pas avec. Puis c'est une comparaison que je trouve quand même assez évidente. Et puis ensuite, l'éditeur derrière, il en fait un joli bandeau parce qu'il connaît son métier. Mais moi, je me... Qui est là, on a la preuve sous les yeux. Voilà, mais c'est aussi marrant de voir comment une phrase dans une critique finit en bandeau et ensuite marque des questions. Hein. C'est... Voilà, mais j'ai pas l'impression d'être plus Houellebecqienne que ça, mais en tout cas, la comparaison entre Faux départ et extension du domaine de la lutte était tellement justifiée que bon, ça m'a fait plaisir. Puis quand vous écrivez un premier bouquin dans un bled, dans l'Orne, parce qu'il pleut, que vous n'avez pas d'amis et que vous comprenez pas pourquoi vous devez vous lever tous les matins faire la traite avec un robot alors que vous pensiez imiter un petit peu Heidi en trayant les vaches à la main, quand vous êtes dans cette espèce de vide existentiel avec des vaches, et que 2 ans après on vous compare à Houellebecq, c'est quand même très drôle, hein. Donc faut en profiter. Effectivement. Bon, alors lui qui est agronome, donc finalement tous les chemins mènent à Rome. Mais donc pour l'anecdote, parce que j'ai lu Sérotonine de Houellebecq, son personnage qui est dans l'Orne, c'est où moi j'étais pendant ma formation agricole. Donc il y a une espèce de connexion chamanique comme ça entre Houellebecq et moi, il faut creuser. Alors est-ce que Michel Houellebecq n'est pas l'ancien Marion Messina? Ça c'est une question qu'on peut poser. Moi, alors, sachant qu'on se réincarne, il est peut-être ma vie antérieure, mais qui cohabite avec mon incarnation présente. Dans un rapport espace-temps complètement chamboulé par la perturbation du champ magnétique autour de la planète. Ça, c'est à cause de l'aluminium qui est en surnombre dans les vaccins. Ça perturbe le champ magnétique et donc on peut cohabiter avec plusieurs de nos incarnations en même temps. Ce qui explique d'ailleurs son état actuel, hein, c'est parce qu'il est... Enfin bref. Mais on en reparlera avec les frères Bogdanov qui seront là pour leur anthologie de la ville de Menton, un livre formidable. Mais on y reviendra, le sujet n'est pas là. Mais justement, est-ce que Michel Houellebecq a pu faire partie des auteurs qui ont pu vous inspirer pour écrire Faux départ, ou est-ce que vous n'avez pas forcément pensé à des livres ou à des auteurs pour jeter votre histoire sur le papier? Non, pas du tout. Je pense que quand j'ai écrit Faux départ, ce qui m'a le plus marqué, c'est la période américaine de Céline dans Voyage au bout de la nuit. Quand il raconte qu'il est parti à New York et qu'il est embauché pour compter les puces sur la tête des migrants qui arrivent à New York.
Houellebecq a dû m'influencer. En tout cas, j'avais vraiment adoré Les Particules élémentaires. C'est vraiment un livre qui m'a beaucoup marqué. Mais c'est pas à lui que j'ai pensé en même temps que j'écrivais. Et j'ai beaucoup aimé ce roman. Je peux pas dire qu'il m'a influencé. En tout cas, non. Au moment de Faux départ, j'avais plus la tête dans les livres, enfin dans la littérature latino-américaine, et c'est pour ça que j'en parle dans Faux départ. J'avais relu Marel de Cortázar peu de temps avant, donc c'est pour ça que je parle aussi de Marel de Cortázar dans Faux départ. Il y a un bouquin colombien que j'adore qui s'appelle en français Sans remède, ou Un mal sans remède en français, qui est vraiment un tout petit livre pour Happy Few snobs littéraires, un bouquin d'Antonio Capullo. Un petit vaccin sans remède, un petit vaccin sans conséquences. Non, en tout cas, quand j'ai écrit Faux départ, j'étais plus dans la littérature latino-américaine, et puis non. Houellebecq, non. Pas au moment de l'écriture, en tout cas. Et puis pas plus aujourd'hui, d'ailleurs. D'accord. Au-delà de Michel Houellebecq, c'est vrai qu'il y a une espèce de trou noir, finalement, dans la littérature française. À partir du moment où un roman va parler de l'aspect social, tout de suite, on va faire des ponts plus ou moins évidents avec Houellebecq. Mais au-delà de Michel, qu'on va mettre de côté, j'ai été frappé, c'est que donc, votre livre sort en 2017. L'année qui suit, attends, je dis pas de bêtises, c'est Leurs enfants après Nicolas Mathieu, 2018. Oui, c'est ça. Concours 2018. Donc j'ai été assez frappé en fait de la ressemblance entre ces deux livres, que ce soit dans les personnages, dans ce qui est évoqué, un aspect temporel qui est un petit peu décalé, mais et pourtant les histoires sont proches, et pourtant j'ai eu une sensation à la lecture complètement différente. Ceux qui suivent la chaîne le savent très bien. J'ai trouvé que Leurs enfants après eux étaient très bien écrits, mais complètement à côté de ses godasses en termes de réalisme de l'écriture, avec des personnages qui prennent à bras le corps le triptyque alcool, violence, homophobie, avec un petit peu de racisme évidemment, pour bien parler de cette France d'en bas qu'il faut quand même tacler, parce qu'effectivement l'alcool, le racisme ne concerne que cette France-là et jamais les beaux quartiers parisiens qui demandez à Dominique Strauss-Kahn, hein, je crois que non, je crois pas que bref, non. On va pas aller vers tout ça. Ouais, c'est vrai qu'il y a quelque chose en commun avec Nicolas Mathieu. Je pense que c'est parce qu'en fait, on est un petit peu le même type de monstre. Pour parler des auteurs, il est comme moi un gros lecteur, un gamin qui lit, qui grandit au milieu de parents qui trouvent ça bien de lire, mais qui ne voient pas trop à quoi ça sert, à part avoir des bonnes notes au contrôle de français. Et puis il y a des similitudes dans nos parcours, et je pense que c'est pour ça que peut-être nos livres font un petit peu écho, et surtout qu'ils ne sortent qu'avec 1 an d'écart. Et après, voilà, on a des manières d'écrire différentes, mais parce que j'ai cru comprendre que Nicolas était beaucoup plus cinéphile que moi, et qu'il avait une manière d'écrire beaucoup plus proche du scénario que moi, avec plus d'action, peut-être plus de préparation en amont, plus de grilles, de flashbacks, de choses qui marquent le suspense. Enfin, moi, je trouve qu'il a quelque chose d'écrire. On voit qu'on est une époque très marquée par l'image et par le cinéma. J'ai une manière de travailler beaucoup plus à l'ancienne, en fait. Il m'arrive vraiment de me mettre devant ma page, de savoir ce que j'ai envie d'écrire. En tout cas, il y a des très grandes lignes, mais j'aime en fait être surprise par ma journée. Voilà, j'aime me dire, aujourd'hui je vais me lever, je vais peut-être faire telle chose, et ça va me faire écrire une chose très différente de ce que j'aurais écrit en faisant autre chose. Je ne sais pas si ce que je dis est clair, ou si ça ressemble à du Jean-Claude Van Damme. Non, c'est tout bon. Sauf si vous faites un grand écart facial, mais après, c'est à vous de voir. Là, c'est une question de souplesse. Je risquerais d'aller engorger les urgences, donc voilà. Je reste chez moi, je sauve des vies. Voilà, donc voilà. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit avec le bouquin de Nicolas Mathieu et avec le mien, et avec par exemple celui de Benoît Mainville qui s'appelle Rural Noir, qui est très bon, où là il parle encore d'un autre type de France, où là il parle vraiment de la campagne très profonde, très abandonnée. On n'est pas loin du territoire perdu pour de bon, hein, d'endroits où il n'y a plus d'école, plus d'hôpital, aucun emploi. Enfin,
moi qui parle d'une jeunesse dans la banlieue de Grenoble, je parle presque d'une France de privilégiés en comparaison. Tous ces romans qui commencent un petit peu à émerger correspondent, je pense, à une ère culturelle qui s'ouvre. Todd en a parlé dernièrement dans son bouquin La lutte des classes au XXIe siècle. Il pense qu'il y a eu une ère culturelle de 50 ans après mai 68 et qu'il y a une nouvelle ère culturelle qui est en train de s'ouvrir très lentement et qui fait suite aux Gilets jaunes. Et je pense que il y a des bouquins qui vont commencer à sortir comme ça et qui en fait vont marquer le pas de quelque chose de radicalement différent. Mais bon, voilà. Mais est-ce que c'est pas aussi l'émergence d'un risque de voir apparaître en littérature un espèce de miroir déformant de ces couches sociales? J'ai parlé de Nicolas Mathieu, mais je pense aussi au livre d'Édouard Louis, je pense à Tout homme est une nuit de Lydie Savert, où on retrouve toujours ce triangle magique de l'alcool, de la violence, du racisme, et comme si finalement les gens qui écrivaient ces livres, qui pour la plupart n'en sont pas issus de ces couches sociales-là, mettaient à distance un peu toutes les tares de la société, là où finalement elles sont beaucoup plus répandues que ce qu'on pourrait montrer. Est-ce qu'il n'y a pas un risque aussi d'un vrai miroir déformant? Si, il y a un risque que ça devienne une planque d'écrire sur la France périphérique en ne la connaissant pas. Tout comme à une époque, les gens qui ne vivaient pas avec l'immigration ne parlaient de l'immigration soit pour faire que des caïds, soit que des femmes de ménage martyrs. En fait, quand on parle de quelque chose qu'on ne connaît pas, ça se ressent très vite. Ça peut se ressentir, je pense, au cinéma. Avec la littérature, en tout cas, c'est flagrant. Quand vous essayez de parler de quelque chose que vous ne connaissez pas, vous tombez complètement à plat. Donc, quand on a des auteurs de campagne qui écrivent sur la ruralité, je trouve que c'est magnifique. Quand on a des auteurs de la campagne qui essayent de parler des banlieues, c'est souvent ridicule. On se retrouve avec des jeunes de banlieue qui disent « Ziva », ce qu'on n'a jamais entendu en banlieue, même en 86. Quand on a des bourgeois qui essayent d'écrire sur les pauvres, on a du Jean Valjean à casquette Lacoste, c'est grotesque. Et quand on a des pauvres qui essaient d'écrire sur les riches, on se retrouve avec du Marie Chantal qui va à la Biocop. Enfin, je pense que même nous, en tant qu'auteurs, ça nous renvoie une certaine humilité. On aimerait, je pense, pouvoir écrire sur tout le temps. C'est impossible. On le voit par exemple avec les chanteurs. Un jazzman qui essaye de faire de la musique classique ou un chanteur de musique classique qui essaye de faire de la pop culture, ça ne marche pas. Je pense qu'il faut accepter l'idée qu'on a un genre, qu'après on peut avoir un parcours qui nous amène à voir plein de choses et on peut se retrouver à parler de plusieurs choses parce que ça correspond à des phases dans notre vie, mais on ne peut pas écrire, on ne peut pas essayer de faire une œuvre de vérité sur quelque chose qu'on ne connaît pas du tout. Et donc, oui, il risque d'y avoir plein de bouquins sur les Gilets jaunes écrits à la truelle avec des gens qui ne les connaissent pas. Et qui, en plus, en 2018, au moment des Gilets jaunes, leur auront craché à la gueule parce qu'ils se seront dit « Ah merde, maintenant, finalement, ils sont plus nombreux que ce qu'on croyait, ils ont un petit pouvoir d'achat, donc on va aller leur servir la soupe pour remplir la caisse. » Moi, je refuse ça parce qu'en réalité, c'est même pas que je suis pro ou anti-Gilets jaunes, je sais ce que c'est qu'un gilet jaune parce que j'ai grandi avec eux. Mais voilà, donc jusqu'à ce que j'ai 18 ans, mais vraiment, j'ai eu une très belle enfance. Donc je ne dis pas pour faire pleurer sous les chaumières ou quoi, mais mon entourage, ce n'était que des femmes de cantine, des femmes de ménage, des ouvriers. J'ai grandi avec vraiment l'idée qu'un prof ou qu'un instit, c'était un grand bourgeois, que c'était un notable de ma petite banlieue. Voilà, et donc en 2018, quand ces agents d'entretien sont venus dire... augmenter le prix de l'essence à la pompe, c'est encore nous retirer 100 € de budget par mois alors qu'on finit tous les mois à découvert et que j'ai vu des grands bourgeois dire ce sont des caprices d'enfants gâtés. Forcément que je me suis retrouvée pro gilet jaune, mais parce que là c'était le sang qui parlait quoi. Du côté de quelqu'un comme Édouard Louis, bon je suis un peu plus circonspecte parce qu'il a quand même bâti sa carrière sur je caricature le milieu duquel je viens et puis finalement maintenant je vais dire ah non mais je viens de ce milieu-là, je le respecte. Voilà, et moi quand j'ai fait ma promotion pour Faux départ en Allemagne et qu'on m'a sans arrêt renvoyé à Édouard Louis, j'étais très gênée parce que peut-être que d'un point de vue allemand, Édouard Louis et moi on parle de la même France et on peut être mis dans le même sac, mais en qualité littéraire pas du tout. Voilà. Mais après, je sais pas, est-ce qu'on part dans des punchlines et on le convoque et est-ce que je le convoque à un octogone ou est-ce que... parce que je sais pas, hein, on est censé là...
on est censé être dans un apéro littéraire, et puis je pense que si j'avais un petit peu plus de notoriété, lui n'hésiterait absolument pas à me cracher à la gueule. Oui, non, mais ça, il n'y a aucun doute. Je pense qu'il aimait bien lancer des anathèmes par Twitter, et s'il me connaissait, je pense qu'il n'hésiterait pas à le faire, donc pourquoi est-ce que moi je l'épargnerais? Effectivement, j'apprécie très peu que quelqu'un qui vient d'un milieu populaire fasse sa carrière en ne présentant son milieu que comme un ramassis de dégénérés racistes et homophobes, comme si effectivement ces travers n'existaient pas empire dans la bourgeoisie. Voilà, moi je me vois autant comme écrivain que comme artisan. J'essaye de faire ce que je fais avec très peu de moyens, de le faire bien, et puis j'essaye d'être l'artisan qui va à l'atelier en se disant le travail doit être bien fait, sinon on le fout à la poubelle. Et moi c'est ce que j'essaye de faire avec chaque page de mes bouquins. J'ai vraiment l'impression d'être un dinosaure. Je peux vraiment rester bloqué une demi-heure sur une virgule, un point virgule. J'aime pas l'écriture bâclée, je respecte les écrivains qui ont peuplé mon enfance, je respecte la littérature française, je respecte la langue française, j'essaye encore de la découvrir. Voilà, j'ai été scolarisée dans les années 90, donc on m'a pas parlé de subjonctif de l'imparfait, donc c'est quelque chose que j'essaye de découvrir humblement à l'âge adulte en ouvrant mon Becherel. Passionnant, passionnant. Ce que je prétends faire, j'essaye de le faire bien, et oui, comme vous le dites, je redoute les bouquins à venir sur les gilets jaunes, où en plus on va faire parler les gilets jaunes comme des bouffons, parce que au final c'est quand même des braves beaufs, mais c'est des beaufs qu'on va y faire écrire avec des Y et des mots mangés à moitié. Et puis en fait, ce que je trouve fabuleux dans les gilets jaunes, c'est l'évolution du mouvement. Ça commence effectivement avec des gens assez pauvres dans des zones pavillonnaires et dans des zones reculées de province, et ça finit avec des bac+5 en ville, qui parle de municipalisme libertaire, de Ivan Illich, de Pasolini, de Boukchine. Enfin, c'est un mouvement pour moi qui a réconcilié les classes laborieuses avec les intellectuels précarisés, parce que vous prenez un bac+5 en philo, vous le faites bosser au McDo pour qu'il règle son 10 mètres carrés à Paris. Forcément que quand il y a un mouvement comme celui des Gilets jaunes, le mec arrive avec sa culture philosophique, littéraire, et la rencontre des deux mondes donne quelque chose d'extraordinaire. Donc si on veut juste parler des gilets jaunes comme d'ouvriers au chômage qui tabassent leurs gosses, bon, on va passer à côté de l'analyse qu'il y a à faire de ce mouvement, qui est en fait pour moi quelque chose qui va largement dans les livres d'histoire détrôner mai 68, mais de très loin. C'est une crise à la fois de sens, de civilisation, c'est aussi une crise énergétique, parce qu'au départ c'est quand même une crise du coût de l'énergie. Et voilà, moi j'ai assisté à des réunions de gilets jaunes, c'était des débats de très haute volée, avec des gens qui parlaient de réorganiser les campagnes, de déplacer les gens des villes vers les campagnes pour que la part de budget consacrée au logement diminue, pour qu'elle puisse retourner à l'alimentation, donc pour qu'on puisse refaire une alimentation 100% française et bio, qui coûte plus cher, mais qu'on peut se permettre d'acheter grâce à la diminution de la part du loyer. Enfin, j'ai eu des trucs de vraiment très haut niveau. C'était au-delà de Maxime Nicole, dont on s'est moqué de la casquette à l'envers, hein, de très très loin. Et donc, à voir qui va s'emparer de ce sujet et qui surtout va le faire avec honnêteté. Parce qu'il ne s'agit pas non plus de dire que tous les gilets jaunes sont des saints, des intellos. Il y a probablement des gilets jaunes cons comme des pieds, oui, qui vivent que pour le concert annuel des Enfoirés. Mais un mouvement qui regroupe autant de gens, on ne va pas prétendre qu'il va y avoir 600 000 Pasolini dans les rues. Et puis c'est pas l'objectif. Mais justement, est-ce que ce qui fait la force du mouvement des Gilets jaunes, et d'une certaine manière on peut faire un pont avec Faux Départ, est-ce que c'est pas aussi l'aspect tragédique? C'est-à-dire, il y a un mouvement qui se constitue, il y a une force qui se dégage, mais on sait que de toute façon, elle arrivera à rien. Elle va s'auto-détruire. Pour les Gilets jaunes, parce qu'il y avait une absence de corps, c'est-à-dire il n'y avait pas de chef, il y avait une absence de squelette plutôt, et qui était volontaire, et qui était à la fois terriblement lucide, de dire on veut un mouvement du peuple, par le peuple, et donc sans tête, sans chef. Oui. Et est-ce que c'est pas ce qui, dès le départ, en fait, a tué dans l'œuf d'une certaine manière, ou en tout cas n'a pas permis d'avoir un horizon clair? Et je pense qu'il y a de ça, mais ce qu'il y a aussi permis la désagrégation du mouvement des Gilets jaunes, c'est surtout qu'en face de nous, on a un exécutif très violent. Je pense que déjà, si on avait eu De Gaulle à la place de Macron, les Gilets jaunes auraient gagné.
Parce que le chef d'État en face aurait dit non, là je comprends que vous voulez pas de moi, je me barre. D'ailleurs, c'est un peu ce qui se passe dans les relations interpersonnelles quand en face de vous il y a quelqu'un de sain. Quand vous sortez avec une maboule et que vous lui dites je te largue, la maboule elle dit non. Quitte à garder une relation pourrie jusqu'à l'os et puis faire du chantage au suicide ou je ne sais quoi. Par contre, vous sortez avec quelqu'un sain et vous lui dites je te largue, c'est d'accord. C'est peut-être un peu bourrin comme comparaison, mais on voit que la personne en face n'est pas saine. Moi, je serais au pouvoir, il y aurait je ne sais combien de millions de Français qui me disent dégage, je partirais en baissant les yeux avec une perruque sur la tête, je demanderais l'asile politique au Salvador et on n'entendrait plus parler de moi. Au lieu de ça, on a encore des gens qui paradent, qui viennent à la télé nous parler comme si on était des gogoles, pour venir nous expliquer qu'on vit des moments très graves dans notre histoire, qu'il faut qu'on reste chez nous, mais qu'en même temps on peut sortir de chez nous avec des mots d'excuses comme des gosses. Enfin, donc le mouvement des Gilets jaunes était un petit peu voué à être un feu de paille parce qu'effectivement il n'avait pas de corps, il n'y avait pas de hiérarchie, mais quelque chose qui relève autant du phénomène spontané ne peut pas être hiérarchisé. Après il y a eu des porte-paroles et puis je pense qu'il faut assumer du côté des Gilets jaunes quelque chose de l'ordre de l'expérimentation. Oui, voilà. On a expérimenté les initiatives locales, les assemblées locales, l'autogestion, les porte-paroles qui ne sont pas des chefs, et voilà, ça va rentrer, je pense, dans les livres de théorie politique comme un cas d'école. Et d'ailleurs, qui aurait pu porter ses fruits si en face il n'y avait pas Macron. Je pense qu'un chef d'État sain face à ça serait parti, vraiment. Oui, après peut-être que le gain de cause arrivera par le chemin auquel personne ne pensait, c'est-à-dire celui du coronavirus, parce que finalement, la situation dans laquelle la société est, d'une certaine manière, reprend les revendications des Gilets jaunes, avec un recentrage sur la France, que ce soit en termes d'approvisionnement énergétique, alimentaire, où on voit dans les supermarchés qui disent bon ben c'est tellement le bordel de partout qu'on va voir ce qu'on peut faire en fait avec nos producteurs, parce que curieusement on en a plein. On se disait merde, ils sont passés où? Ben ils sont là, et finalement ce gain de cause il peut peut-être arriver par là. On espère le plus vite possible quand cette crise sera finie, mais ça va prendre énormément de temps. Par exemple, pour parler de quelque chose que je connais bien, l'agriculture, il y a eu plein de sujets à la télé pour venir nous expliquer qu'il allait avoir des tonnes de fraises qui allaient pourrir en plein champ parce qu'il n'y avait pas les mains pour venir les ramasser. Avec en plus un discours assez culpabilisant du « Oh, vous voyez, bande de feignasses, si vous alliez bosser dans les champs, on aurait à manger ». C'est beaucoup plus compliqué que ça, en fait. On a énormément de chômeurs en France, ils vivent en ville. Les champs, par définition, sont loin des villes. Ils sont très difficiles d'accès, surtout qu'on a supprimé plein de petites lignes de bus, plein de petites lignes de train, donc les campagnes sont complètement enclavées. Donc on a plein de chômeurs en ville qui aimeraient bien aller bosser à la campagne parce qu'ils seraient dehors, ils seraient payés, peut-être même qu'ils auraient des fruits frais à consommer avec l'accord ou non de leur patron. Mais les chômeurs en ville, souvent, n'ont pas de voiture. Et puis en plus, les offres pour aller travailler dans les champs, c'est vous n'êtes pas nourri, vous n'êtes pas logé, vous n'êtes pas blanchi. Donc, il y a des chômeurs, il y a des besoins de main-d'œuvre en agriculture, mais derrière, il y a une logistique qui n'est pas en place. Il faut rouvrir les petites lignes de train, il faut rouvrir les lignes de bus, il faut assouplir les normes. Parce qu'en fait, pourquoi aujourd'hui on a beaucoup d'agriculteurs qui ont recours à des saisonniers étrangers? C'est parce qu'en fait, il y a des normes d'hygiène, d'installation, etc., qui ont rendu quasi impossible l'arrivée des saisonniers français qui restent sur le champ, dans le champ, pardon, avec leur toile de tente, avec leur vanne, les saisonniers un petit peu habituels qu'on avait. Ensuite, vous rajoutez à ça que les campagnes se sont vidées et qu'à une époque, les saisonniers, c'était les enfants des voisins des agriculteurs, qui aujourd'hui, pour beaucoup, n'ont plus de voisins. Donc en fait, le coronavirus, il met des problèmes sous la lumière, mais les solutions, si on veut les mettre en place, on en a pour 10, 15, voire 30, 40 ans. Et c'est pas le pouvoir en place qui fait des grands discours culpabilisants sur vous êtes chômeur, vous voulez pas travailler, on va vous envoyer bosser pour Uber, qui va dire, alors concrètement, on pose le problème sur la table, on a besoin de main-d'œuvre en agriculture, on a une forte demande pour le bio, on peut créer des emplois, ah oui, mais donc ça implique de rouvrir des écoles, parce que les gens qui sont au chômage avec des gosses, ils veulent bien les bosser dans la bio au fin fond du Cantal, mais ils veulent qu'il y ait des écoles pour leurs gamins. On supprime petit à petit la voiture individuelle pour l'écologie, d'accord. Encore une fois, je me répète, il faut rouvrir les lignes de train. Et en fait, pour l'instant, on a juste un gouvernement qui veut, en gros,
privatisé, tout américanisé. C'est flagrant, que ce soit BlackRock, donc un fonds de pension américain qui dise au gouvernement comment on va agencer le système des retraites, c'est flagrant. On a au pouvoir quelqu'un qui est prestataire de services pour des mastodontes financiers derrière lui. Ça, c'est même pas de la théorie du complot, c'est du factuel. Donc le coronavirus, en réalité, il met en lumière qu'on a des campagnes vides, qu'on a des villes pleines de chômeurs, qu'on a des villes pleines de chômeurs qui doivent payer des loyers beaucoup trop élevés pour la surface qu'ils ont, et que dans le même temps, on a des campagnes vides avec plein de maisons pas chères qui attendent d'être occupées. Et maintenant, il faut qu'au pouvoir, il y ait quelqu'un qui soit prêt à faire la jonction entre les deux. Et ça, c'est une politique d'intelligence collective sur 30-40 ans. Vraiment. Et qui ne semble pas être amenée. Il n'apporte pas les solutions, quoi. Ouais. Et qui, en plus, une politique qui ne semble pas être amenée, loin de là, par l'Union européenne, qui finalement semble plutôt être source de problèmes. Comme l'a dit, alors Marine Le Pen, elle a dit énormément de conneries. Mais pour le coup, la formule semblait assez juste. Le premier mort du coronavirus, c'est l'Union européenne. Parce qu'effectivement, on a vu à ce moment-là l'explosion des petits problèmes qui se cachaient. Vous parlez de la métropolisation en France, mais c'est finalement une conséquence mécanique de l'extension à l'échelle européenne. C'est-à-dire que les grands centres nationaux deviennent finalement des centres moyens à l'échelle de l'Europe. Et de fait, les villes qui étaient déjà en difficulté à l'échelle de la France sont encore plus oubliées. Et puis on peut rajouter d'autres décisions européennes. Donc c'est un millefeuille de problèmes, tout ça. Le problème, c'est que à chaque fois qu'on prend un problème dans la situation française actuelle, on tire sur le fil et on se rend compte qu'il faut tellement maîtriser. Mais c'est un travail intellectuel de tous les instants. Il faut maîtriser à la fois l'histoire de l'Europe depuis au bas mot 300 ans. Parce que je pense que si on tire un peu le fil, on va se rendre compte qu'on vit aujourd'hui des conséquences du traité de Westphalie. Hein. Donc, pour essayer de comprendre la situation dans laquelle on est, il faut de l'histoire, de la sociologie, de l'économie, de la théorie politique, des connaissances techniques sur certains types de fonctionnement, etc. C'est très difficile de comprendre la situation dans laquelle on est, et c'est pour ça que je pense qu'on est vraiment assis sur une poudrière. Un monde qui n'est pas simple à comprendre, c'est un monde qui n'est pas simple à réparer, et c'est un monde qui est voué à se disloquer avec énormément de violence. Et on commence à peine à le voir, et ce qu'on vit pour l'instant, c'est rien du tout comparé à ce qui peut se passer. Effectivement, l'Union européenne, c'est un peu le fantasme de Charlemagne. C'est plein d'États d'Europe réunis sous un seul gouvernement. Et aujourd'hui, l'État, on va dire, redistributif, fort et centralisateur, à l'époque de l'Union européenne, il n'a plus aucun sens. Parce que je crois que c'est... Ouais, je vais dire une connerie, mais il y a la majorité du droit français, en fait, c'est ce qui découle des directives européennes. Donc déjà, on est censé voter pour des représentants qui ne servent à rien, puisqu'il y a une poignée de gens à Bruxelles qui décident de la loi pour tous les pays de l'Union. L'État qui doit donc pouvoir ensuite essayer de lisser les disparités entre ces régions, il est trop impuissant pour ça. En tout cas, techniquement, il pourrait le faire, mais il y a un contexte qui fait qu'il perd de l'influence, il perd du pouvoir, il perd de l'argent, etc. Et ensuite, les métropoles qui deviennent des entités indépendantes. Dans le cas de Lyon, c'est flagrant. On a Lyon, la métropole de Lyon, qui a fait sécession de son propre département. Donc la ville de Lyon n'appartient plus au département du Rhône. C'est un truc dont personne n'a parlé, mais c'est un truc explosif de se dire comme ça qu'une ville fait sécession de son territoire. Et en fait, l'Union européenne, c'est l'empire de Charlemagne, quoi. Il y a un gouvernement central et ensuite des grosses villes dans les pays, dans les provinces, qui se contrôlent elles-mêmes. Et c'est pour ça que on a l'Union européenne qui donne de plus en plus d'argent aux régions. Et ça court-circuite, donc le département qui traditionnellement donnait les aides sociales et qui du coup maintenant a les finances à sec, donc avec les coupes au niveau du RSA, des choses comme ça qu'on voit, et l'État qui presque devient un État fantoche. Et vous rajoutez à ça une crise sanitaire, et on voit très bien le vrai visage de l'Union européenne, c'est que quand il faut aller aider l'Italie, il n'y a plus personne. Voilà. Ouais. Et je pense que s'il fallait nous aider, il n'y aurait personne non plus. Donc en fait... l'Union européenne, c'est l'État, c'est l'empire carolingien, quoi. Avec la capitale à Berlin au lieu d'Aix-la-Chapelle, mais c'est resté dans la même zone. Donc l'Union européenne, c'est l'union autour de l'Allemagne. Et moi, quand j'ai fait ma promotion pour Faux Départ en Allemagne, c'est quelque chose qui m'a beaucoup frappée. Je voyais que j'avais affaire à des gens très fins lecteurs,
qui étaient très sensibles à mon propos, mais qui ne comprenaient rien à la France, pour la plupart d'entre eux. J'ai vraiment eu des journalistes très sérieux, mais à un moment donné qui me regardent et qui me disent « Mais enfin, de quoi se plaignent les Français avec la dette que vous avez, vous ne devriez pas vous plaindre ». Et ça, c'est vraiment un propos de technocrate allemand, quoi. Donc, on essaye de faire cohabiter des peuples qui ont une histoire commune, qui doivent vraiment surtout pas se foutre sur la gueule, parce que moi, je suis pas du tout nostalgique ni de la guerre de 30 ans, ni de la guerre de 39-45, mais on a une organisation qui ne fonctionne plus, et effectivement, le coronavirus le révèle. Mais si ça se trouve, ça mettra encore 30 ans à être acté. Moi, ce qui me désespère, c'est que j'ai déjà 30 ans aujourd'hui, et que je me rends compte que il y a des super intellectuels dans les années 70, donc 20 ans avant ma naissance, qui disaient déjà des choses qu'on est en train de se dire aujourd'hui, et je me dis, mais le temps de désagrégation est beaucoup trop long. On va peut-être mourir avant d'avoir vu quelque chose de concret. Hein. C'est pour ça que la dystopie, c'est aussi de l'ennui, quoi. Oui, effectivement, mais pour retrouver une petite note quand même de positivisme, mais là il y a une transition, je vais faire un mot d'esprit. C'est beau, on dirait du Zaz, c'est quasiment le dernier album de Zaz. Pour essayer d'être positif, faux départ. Derrière, il y a un vrai départ si t'es pas éliminé au premier tour. Et c'est le destin d'Aurélie, c'est le destin du sujet qu'on a de l'Europe. Est-ce qu'il n'y a pas un peu de positif dans ce que vous racontez, à la fois dans votre roman et à la fois dans ce que vous dites là? Est-ce qu'on peut espérer qu'après ce faux départ, il y ait un vrai départ, que tout se lance à l'échelle individuelle? Donc nous sommes tous des Aurélie, j'ai envie de dire, je suis Aurélie, et à l'échelle de la France et plus largement de l'Union européenne. Est-ce que vous pensiez un petit peu à cet aspect positif ou pas vraiment? Ah oui, bien sûr, mais moi je suis quelqu'un de très optimiste. Mais je pense qu'on ne peut que être optimiste si déjà on fait un petit deuil avant. Donc je préfère en fait écrire un roman qui peut potentiellement en déprimer certains, parce que je considère que écrire c'est très ballot ce que je vais dire, hein, que les gens qui regardent cette vidéo me pardonnent. Je pense que écrire c'est vouloir dire la vérité. Voilà. Donc je peux pas ne pas dire la vérité, et il se trouve que la vérité de ma génération, c'est des études un peu foireuses, des bacs +5, un peu diplômes choc à pic, des boulots qui n'ont pas de sens, des vies sentimentales et sexuelles assez pitoyables pour la plupart d'entre nous, et il faut le dire. Mais comme je suis optimiste de nature, je pense qu'il faut le dire pour qu'on puisse faire autre chose. Et oui, il y aura un vrai départ pour Aurélie, il y aura un vrai départ pour chacun d'entre nous, mais c'est... comme je le disais il y a quelques minutes, c'est très compliqué parce que il faut essayer de trouver une place sans se renier, il faut essayer d'être acteur dans un jeu économique qui a tendance à broyer les individus, à broyer la nature, à broyer ce qui est beau, ce qui est intelligent, et donc il faut essayer de faire sa place sans être un crève-la-faim marginal, sans non plus être quelqu'un d'un peu dégueulasse et cynique. Enfin oui, c'est un combat de tous les jours, hein, j'ai presque envie de dire. De garder son intégrité intellectuelle, en plein confinement, d'avoir la flemme de tout et de se dire je ne vais pas comater devant la télé, je vais me forcer à lire, et puis une fois que je serai dans mon lit, je serai contente. Je trouve que d'une manière générale, en fait, nos frigos pleins, il faut les compenser par une grande force psychique. C'est-à-dire qu'on n'a pas de défi, enfin voilà, on peut être tous en bonne santé jusqu'à 70 ans, même quelqu'un de pauvre est assuré de ne pas mourir de faim. Donc il y a énormément de difficultés matérielles et physiques, sanitaires qui ont été dépassées, mais on a affaire à d'autres difficultés qui sont tout aussi redoutables. Et je pense qu'il faut vraiment s'entourer des bonnes personnes, lire, réfléchir, garder la foi en soi-même et vraiment psychiquement être équipé d'une armure, parce que les temps que nous vivons sont redoutables pour nos esprits. Mais en tout cas, oui, on a tous un bon départ qui nous attend quelque part, mais ça implique d'avoir le courage de sortir des sentiers battus. Pour l'anecdote, quand je suis rentrée du Québec et que je ne savais pas quoi faire, je suis allée sur le site de Pôle emploi parce qu'il me fallait de l'argent, forcément. Et je vois sur le site de Pôle emploi une annonce pour un CDD de 2 ans, qui en fait était une offre pour un BTS banque en alternance, et en gros c'était pendant 2 ans, vous avez 900 € par mois et vous êtes guichetière. Et j'avais pas trop envie, mais j'avais vraiment besoin d'argent. Je me présente à l'entretien, on me donne l'adresse
d'un centre de formation un peu bidon, en tôle ondulée, sur une aire d'autoroute, dans une petite ville de l'Isère. Et là, je tombe sur un mec, à ce moment-là, j'ai 23 ans, il doit être plus jeune que moi, il a un costard Brice et il est hyper pédant, alors qu'il fait des fautes de syntaxe à toutes les phrases. Et on sent en fait le Gugus qui a son BTS à 20 ans et qui se voit comme le roi du pétrole, et qui est gonflé parce que dans le contexte-là, il a un petit peu l'ascendant sur moi. Et donc je lui présente mon CV un petit peu un peu décousu, voilà, un peu de Québec, un peu de boulot bidon, un peu de fromagerie, un peu de ménage, ça sent les gants à latex, l'eau de Javel, les cernes et la boîte de conserve, et le mec me regarde, et du haut de sa stupidité, il me regarde droit dans les yeux et il me dit « Mais vous savez pas ce que vous voulez, hein, vous êtes instable ?» Et il me parlait comme si j'étais folle. Et je peux vous dire, ce genre d'humiliation, que je crois qu'on est quand même très nombreux à avoir vécu, avec ces abrutis validés par un système d'incompétents qui se permet de nous juger, bah vraiment, il faut une force psychique pour y survivre, pour en rire, pour ensuite la sublimer en blague, en livre, en sketch, voilà, je sais pas trop quoi. Et puis surtout, il faut accepter de trouver sa voie en disant à ces gens-là, allez vous faire foutre, je ne serai jamais comme vous. Mais peut-être que lui, à 20 ans, il a fini son BTS banque, il a intégré le crédit mutuel, il a ses 1500 balles nettes par mois, il a son crédit pour son pavillon avec sa copine, ils ont un gamin qui s'appelle Timéo ou Cadéo, c'est peut-être qu'ils sont très heureux. Mais il faut accepter en fait de presque rentrer en dissidence par rapport à ce monde-là. Et c'est là qu'il faut lire Pasolini, il faut faire l'amour avec les livres de Pasolini, c'est plaisant. Voilà. Il y aura le passage moins de 16 ans. Hein, là, attention, c'est la loi, hein, c'est pas moi après. Hein. Cette vidéo va finir sur le dark web dans la catégorie book porn. Ça va être super sympa avec après les snap porn de Bernard Pivot, ça va être formidable. C'est quelque chose, on a hâte. Et donc, on est ensemble là, depuis je ne sais plus combien de temps, on a bravé les problèmes techniques, on a tout bravé, mais les gens sont avec nous, c'est un peu le Koh-Lanta de la littérature. Il est l'heure du scoop. Regardez, c'est tellement n'importe quoi. Avec Koh-Lanta, il n'y en a pas avec les livres, je vous le dis tout de suite. Peut-être, on sait pas. C'est tellement Koh-Lanta qu'on vous voit bientôt plus, Marion. Je sais pas si vous avez une lampe torche, une frontale autour de vous. Ouais, je crois qu'on va pas encore couper l'électricité. Je peux me lever, aller mettre la lumière et ouvrir du coup ce vilain volet. Est-ce que je mets également la cote artificielle ou ça va aller? C'est formidable, vous avez rallumé la lumière sur la France, sur le monde, donc rien que pour ça nous en sommes reconnaissants, et c'est l'heure du scoop, on y est. Marion Messina, êtes-vous dans l'écriture d'un nouveau roman? Oui, je suis dans l'écriture, la réécriture, le peaufinage, enfin, comme je vous l'ai dit, je suis très... je suis très maniaque sur l'écriture. Ça se ressent peut-être pas quand on le lit. Tant mieux. En même temps, quand on voit quelqu'un faire un triple salto, quand c'est bien fait, eh ben, on croit qu'on peut faire la même chose. C'est à ça qu'on reconnaît que c'est bien fait, généralement. Quand vous voyez un pianiste, vous vous dites « le mec, il est assis, il appuie sur une touche, ça fait un son, je peux faire la même chose. » Et finalement, non. Donc peut-être que si on croit que j'écris vite, ou que c'est facile, ou que c'est même une écriture un peu trop simple, c'est que j'ai réussi mon truc. Donc j'ai tendance à beaucoup me relire, puis généralement quand je me relis, à chaque fois je recommence de la première page. Hein. C'est la discipline que je n'ai pas pour le sport, pour plein de choses, je l'ai vraiment pour ça. Voilà, je vais parler mal, mais je déconne pas avec l'écriture. C'est vraiment un truc que je prends très au sérieux. Donc, je peaufine, je relis, et oui, il y a un deuxième roman en cours. On peut dire qu'il est fini, que je sais pas trop, où j'en suis avec lui. En tout cas, il va sortir, et même si mon éditeur me le proposait, je refuserais qu'il sorte en août prochain, parce que ça va être un bazar pas possible la rentrée prochaine. Ça fait depuis mars que les bouquins ne sortent pas. Donc on va avoir en août prochain tous les bouquins qui devaient sortir depuis mars, avec en plus ceux qui avaient été sélectionnés pour la traditionnelle rentrée littéraire. Ça n'a pas d'intérêt de faire partie d'une liste de 1500 noms, voire plus. Enfin, voilà, on verra. Bon, peut-être janvier 2021, encore que ça risque d'être le même problème d'ailleurs.
À voir. Je ne sais pas du tout. Peut-être que les choses se seront un petit peu lissées, que ce sera plus facile. Et puis la rentrée de janvier, je pense qu'elle a ses avantages. Après, voilà, moi j'ai vraiment tendance à me dire, une fois que le livre est écrit, c'est des questions qui ne me concernent plus. Donc voilà, je travaille, je peaufine, je polis, je suis pénible avec moi-même. Et puis ensuite, ben, c'est plus mon métier, quoi. En tout cas, on a l'info. Les tribus premiers sur l'info, un BFM, allez vous rhabiller. Merci déjà, merci Marion Messina pour le moment qu'on vient de passer. On s'est régalé, c'était formidable. Bon, très bien. On a rigolé, on a réfléchi, on a allumé la lumière. C'est vraiment tout ce qu'on aime. Et on va finir avec la séquence là, que la France, les dom-toms, peut-être même du côté de Dunkerque, que tout le monde attend. Un dernier pour la route, on y est. Des questions pour apprendre à mieux vous connaître. Là, on va vous connaître par cœur. Et une première question. Ah oui, quasiment. Là, c'est mon côté Sophie d'avant. Là, c'est le témoignage, on y est. Première question sport. Normalement, hein. C'est elle la bonne copine sur le canapé. Hein. Oui, mais je suis pas loin. Vous fermez les yeux, c'est la même personne. C'est quasiment ça. On y est. Première question. Alors, sport, Joker. Si vous en avez rien à foutre, vous avez tout à fait le droit. Lionel super. Messi ou Johnny Wilkinson. Football ou rugby? Lionel Messi qui fait du rugby. Alors là, ça c'est ambitieux. Voilà. Ça c'est malin. Bien joué. On imagine tous un peu le bordel là. On va glisser vers le cinéma tout de suite, sans transition. Le film à voir d'urgence pendant le confinement. Il reste plus beaucoup. Network. Ouais. Alors là, si vous voulez de l'humour, du cynisme et de la société du spectacle, je pense que c'est vraiment le truc qu'il faut regarder maintenant. Ouais, vraiment. Network. Et puis, s'il devait y en avoir un autre, c'est Amarcord de Fellini. Parce que, voilà, je le trouve magnifique. Tout simplement. On voit les étoiles dans vos yeux. Magnifique. Oui. On a donc les deux conseils cinéma de Marion Messina et on enchaîne. Attention, pas de langue de bois. On n'est pas sur l'heure des pros avec Pascal Pro. L'auteur que vous n'auriez pas aimé être, vivant ou mort. Il n'y a pas de problème. Ou entre les deux d'ailleurs, on ne sait pas. Édouard Louis. Oh, voilà. Hop. Voilà. Direct, comme ça, le plaquage à hauteur. Sans aucune hésitation, hein. Je préfère être Guillaume Musso. Voilà. Effectivement. Oui, moi aussi. Sur le plan fiscal, moi aussi. On est tout à fait d'accord là-dessus. Musique. Vous n'avez le droit d'écouter qu'une seule musique jusqu'à la fin de votre vie. Vous prenez laquelle? Waouh, c'est difficile. Qu'une seule musique. Le clavier tempéré de Bach. Très bien. Donc là, ça rigole pas. Là, c'est pas les Kids United, c'est pas Kenji Girac. Là, ça y est. Très bien. Voilà, hop. Non, mais il y a Fantaisie militaire de Bachung. Enfin voilà, c'est très difficile, mais bon, au moins quand il n'y a pas de parole, on peut écrire. Donc si vraiment je suis obligée de n'avoir qu'une seule musique jusqu'au restant de mes jours, il faut que ce soit sans parole. Voilà. Pas bête. C'est malin, c'est réfléchi. Et on revient du côté du roman. Vous avez la possibilité d'être réincarné en un personnage de roman. Vous choisissez lequel? Le révolutionnaire qui, je crois, n'a pas de nom, ou alors le nom m'échappe. Le héros du Talon de fer de Jack London. Mais j'ai un peu honte. Je sais plus quel est son nom. Peut-être même qu'il n'en a pas et qu'on a que le nom de sa femme. J'ai un gros doute, alors que c'est un bouquin que j'ai relu il y a 1 an. Donc c'est pitoyable. Mais en tout cas, ce serait lui. Je suis sur écoute. Je vois qu'il y a des espions par ici. Merci Monsieur Benalla de votre intervention. Ernest du Talon de fer. Très bien. Ernest, ça suffit. Chut. Merci au Joker qui est là. Donc en fait, je suis un peu le Jean-Pierre Foucault, si vous voulez. C'est l'appel à un ami tout de suite. C'était mon téléphone à un ami, exactement. Très bien. Donc la question pour le palier à 1500 tout de suite. L'auteur, attention, vous n'avez pas le droit de reprendre la même réponse. D'abord, je vous vois venir. L'auteur qui est un peu surcoté selon vous. Alors là encore, vivant ou disparu. Un auteur surcoté. Alors là, il y en a plein. Un auteur surcoté. Françoise Sagan. Françoise Sagan. Très bien. Là, ça va gueuler sur Twitter. Attention, là, ça va. Je m'en fous, j'ai pas Twitter. Voilà, impeccable. Parfait. Et il en reste 2, celle-là aussi. Je crois qu'il y a le choix.
la personnalité médiatique qui vous agace. Elle vous en a même un, elle vous énerve. Ah, Christophe Barbier qui crève. Très bien, étouffé par une écharpe rouge, en faisant le poirier sur le plateau. Ah, mais si mes mains peuvent être à l'extrémité, aux deux extrémités de l'écharpe rouge, voilà, ma vie est... Comme disait Thierry Roland, après ça, on peut crever tranquille, quoi. Ah ben là, clairement, qu'on embrasse Thierry. Salut l'artiste, merci pour tout, évidemment. Et enfin, la littérature, on y revient toujours, tous les chemins mènent au rhum coca. Le livre à lire, le livre à lire. Ah, le voyage au bout de la nuit de Céline. Je savais pourquoi j'avais de l'intérêt pour vous, voilà, c'est tout. Il n'y a que ça qu'à dire, comme dirait Franck. J'ai déjà placé le talon de fer de London, donc voilà, ça, voilà. J'ai placé Pasolini aussi. Après des bouquins magnifiques, j'ai le droit d'en citer d'autres ou pas alors? Avec plaisir, c'est vraiment pas de problème. Alors, donc, j'ai parlé de Un mal sans remède d'Antonio Caballero, il y a Marel de Cortázar, il y a le livre de Manuel de Cortázar, il y a... ça, c'est un roman qui me pose un peu problème. Il y a L'amour au temps du choléra de García Márquez, parce que en fait, j'ai un rapport amour-haine à García Márquez qui est assez compliqué, mais voilà, c'est un immense roman. Vie et destin de Vassili Grossman. Le feu de Henri Barbusse. La littérature qui a suivi la Première Guerre mondiale, elle est superbe. Pour moi, c'est un peu le chant du cygne de la littérature française, quoi. Donc, il y a eu La peur de chevalier, Le feu de Henri Barbusse. Il y a Requiem des innocents de Calafert, qui est magnifique aussi. C'est pas J. Édouard Louis. Là, il parle des pauvres. On sent le pauvre qui s'est extirpé du bidonville et qui garde il a du dégoût pour son ancienne condition, mais jamais de mépris. Donc... à méditer. Absolument. Une vie violente de Pasolini, Le pavillon des cancéreux de Solzhenitsyn, le diable et Marguerite aussi, si on reste chez les Russes. Non. Il y a des centaines de bouquins à lire, et puis Les Trois Mousquetaires d'Alexandre Dumas, La Reine Margot, enfin voilà. Arrêtez là, arrêtez là. Si vraiment il ne faut en retenir qu'un, pour moi en tout cas, c'est le voyage de Céline, vraiment. Très bien. Eh ben, on va terminer là-dessus. Pas de meilleure note possible pour terminer notre nouveau numéro d'apéro pistache et littérature. Marion Messina, merci. Merci. Ben, merci. Du fond du cœur, on a passé un moment excellent. Donc je le rappelle, faux départ, il est là, hop, c'est cadré. Faux départ en poche, vous allez vous régaler en attendant le prochain, évidemment. Et on sera là. Je peux vous dire que vous pouvez compter sur nous. Marion Messina, merci beaucoup. Nous, on va se retrouver bientôt pour de nouvelles vidéos. On va se retrouver la semaine prochaine avec David Meulmans, éditeur aux Forges de Vulcain, le premier éditeur qu'on va interviewer sur les tribus. On va se régaler encore, personnage haut en couleur, comme les couvertures. Enfin, je vous en dis pas plus. On va pas divulgacher, comme disent nos amis québécois. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Marion Messina, encore merci beaucoup. Merci à vous. À très vite et vive la France, j'ai envie de dire. Finissons là-dessus. Merci. Pourquoi pas.